Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais poser une question à la fois toute simple et bien difficile. Peut-on parler d'une éthique contemporaine ? Lors de la précédente émission, du 9 février, nous avons examiné la question suivante. Faut-il avoir peur de la technique ? Et nous en avons conclu que le grand danger, source d'une crainte légitime, réside surtout dans le déséquilibre entre la puissance technologique que nous avons acquise, d'une part, et une conscience humaine d'autre part qui n'est pas à la hauteur des défis posés par cette incroyable augmentation de notre pouvoir physique. Grâce à la technique, en effet, nous avons dorénavant un corps de géant, voire de super-héros, mais notre mentalité reste celle d'un homo sapiens, habitué à un périmètre d'action très très délimité. Un philosophe comme Bergson, d'ailleurs, avait bien vu le problème. Il écrit, dans les deux sources de la morale et de la religion, « Dans ce corps démesurément grossi, par la technique en effet, l'âme reste ce qu'elle était, trop petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger, d'où le vide entre lui et elle. D'où les redoutables problèmes sociaux, politiques, internationaux qui sont autant de définitions de ce vide et qui, pour le combler, provoquent aujourd'hui tant d'efforts désordonnés et inefficaces. » À la liste des problèmes que Bergson dresse, problèmes sociaux, politiques, internationaux, on peut effectivement maintenant ajouter les problèmes écologiques, dont Bergson n'avait pas vraiment conscience. Mais il a bien vu le grave déséquilibre que le progrès technique produit, et il souligne le vide éthique et le désarroi qui en résultent. Ce sont justement quelques-uns des éléments de réponse à ce vide éthique créé par une inadaptation des catégories morales habituelles aux nouvelles modalités de l'action humaine qui donnent forme à ce qu'on appelle l'éthique contemporaine. Notre propos aujourd'hui est d'examiner les contours de ce qui se présente comme cette nouvelle donne éthique, dont on voit bien qu'elle est indissociable de la civilisation technologique dans laquelle nous vivons. Et pour cela, il me semble judicieux de m'appuyer sur les travaux d'un philosophe allemand, souvent méconnu, qui s'appelle Hans Jonas, qui a été un des premiers à aborder ces questions dans un ouvrage de 1979 intitulé « Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique ». Tout d'abord, si on parle d'une éthique contemporaine, c'est qu'on estime que les normes du bien et du mal sont devenues en partie insuffisantes pour aborder les problèmes qu'il nous faut dorénavant affronter. Pourquoi l'éthique traditionnelle semble maintenant en partie inadaptée ? Il y a peut-être une raison que souligne Hans Jonas, qui est la raison suivante. Il écrit « Tous les commandements et toutes les maximes de l'éthique traditionnelle, quelle que soit la différence de leur contenu, présentent cette restriction à l'environnement immédiat de l'action. Aime ton prochain comme toi-même, fais aux autres ce que tu souhaites qu'ils te fassent, instruis ton enfant dans le chemin de la vérité, etc. » Et de fait, les morales traditionnelles ont souvent été des morales de la proximité. Proximité au sens géographique, il s'agit du voisin, il s'agit du proche. Proximité au sens temporel également, puisqu'il s'agit du contemporain. Et il est vrai que pendant longtemps, l'action humaine, et notamment technique, était limitée dans son influence, dans l'espace et le temps. Donc les normes du bien et du mal pouvaient se limiter effectivement au prochain, qui était principalement impacté par le comportement et les agissements des êtres humains. Avec la puissance technologique, évidemment, on peut lancer un missile à des milliers de kilomètres, et par nos actions, peser, en bien comme en mal, sur les conditions de vie des générations futures. Ce qui signifie qu'une morale du prochain ne peut répondre aux défis lancés par la technique dont les effets ne se cantonnent pas à la proximité spatiale et temporelle. D'où effectivement un vide éthique. Et face aux problèmes, notamment écologiques, induits par les progrès technologiques, nous nous sentons souvent désarmés. Il y a sans doute une autre raison qui fait que cette éthique traditionnelle semble souvent impuissante. C'est qu'elle s'adressait surtout aux individus et concernait d'abord les relations concrètes que nous avons avec les autres. Cette éthique du prochain est aussi une éthique personnelle.
Mais face aux conséquences négatives du progrès technique, les réactions personnelles restent souvent inefficaces, dérisoires, voire démoralisantes, car la réponse habituellement doit être collective, c'est-à-dire politique. Ancionas développe d'ailleurs 3 considérations pour expliquer ce changement de perspective. Tout d'abord, la technique a changé de statut avec les sciences modernes. Pendant longtemps, la technique était une nécessité pour s'adapter à une nature pas très accueillante. La technique permettait surtout la survie d'une espèce humaine mal adaptée à son milieu, comme le rappelle le mythe de Prométhée. La technique était, en un sens, un remède, une solution des problèmes matériels. Mais avec la science moderne, la technique devient le vecteur d'un projet de conquête de la nature. Descartes dit bien qu'il s'agit de devenir comme maître et possesseur de la nature. Mais aussi, cette technique devient le vecteur d'une amélioration des conditions de vie. La technique de subalterne est parfois méprisée qu'elle était, comme ce fut le cas pendant longtemps dans l'Antiquité grecque ou dans le Moyen-Âge européen, devient centrale dans l'action humaine. Elle est maintenant une promesse de progrès. Du moins, elle a été pendant très longtemps une promesse de progrès, puisque maintenant on voit que cette promesse se transforme parfois en menace. Ensuite, Ancionas dit, voilà, la technologie est aussi ce qu'on peut appeler un ordre humain. Alors qu'est-ce qu'on entend par ordre humain ? Un ordre, c'est-à-dire une réalité produite collectivement par des hommes, donc c'est bien un ordre produit par des hommes, mais dont personne ne peut être tenu vraiment responsable, puisqu'aucun individu précis n'en est l'auteur. On peut donner d'autres exemples d'ordre, comme une langue. Une langue est aussi un ordre au sens où il y a bien des individus qui ont choisi des mots, des tournures, des syntaxes, mais personne précisément ne peut être tenu comme responsable ou auteur de cette langue. En ce sens, un ordre s'oppose à une organisation. L'organisation, c'est une réalité humaine qui dépend complètement de la volonté d'une ou d'un groupe de personnes. D'une personne ou d'un groupe de personnes. À l'exemple d'un défilé militaire. Donc la technologie actuelle est bien une production humaine. Mais c'est un ordre humain fait par l'homme qui échappe, dans une large mesure, à l'homme. D'où face à cette production collective, qui nous échappe en partie en tant qu'individu, la seule réponse adaptée est politique. Pour Ancionas, l'éthique contemporaine concerne donc essentiellement les dirigeants politiques, bien plus que les citoyens pris individuellement. Ce sont les dirigeants politiques qui doivent agir. Et parce que, précisément, la causalité collective ne peut être contredite que par une autre causalité collective. Il écrit ainsi, toujours dans le principe responsabilité, il est manifeste que le nouvel impératif moral s'adresse beaucoup plus à la politique publique qu'à la conduite privée, cette dernière n'étant pas la dimension causale à laquelle il peut s'appliquer. Et quand on voit les effets, effectivement, que le progrès technologique peuvent produire, et notamment les effets négatifs, on voit qu'il y a urgence politique, précisément, à intervenir. Ancionas va même du côté de la dramatisation, puisqu'il estime que les effets peuvent aller jusqu'à la disparition, en tout cas, jusqu'à la destruction partielle de notre espèce humaine. Cet élément de dramatisation, ce point-là, donne à l'éthique contemporaine, pour Ancionas, son caractère urgent et même absolu. En ce sens, Ancionas se méfie beaucoup du relativisme moral, qui consiste à croire que tout peut être effectivement relatif. Il dit qu'il y a quand même un absolu de l'action politique, en tout cas il y a un absolu qu'on doit viser, c'est la préservation précisément d'espèces humaines. Une autre considération est importante pour Ancionas, qui est la suivante. Nous avons changé aussi de représentation de la nature. Pendant très longtemps, la nature était un cadre permanent, intangible, rassurant, même si cette nature pouvait être dure et exigeante. On trouve au fond une sorte de personnification, voire de sacralisation de la nature pendant très longtemps. Dorénavant, nous avons une nature qui est devenue vulnérable. En effet, notre technologie peut maintenant, effectivement, remettre en cause
le cadre dans lequel nous vivons, qu'on appelle la biosphère. Cette biosphère est menacée avec la 6e extension des espèces animales, et on se demande si l'humanité pourra d'ailleurs elle-même rester très longtemps sur Terre dans de bonnes conditions. Ce changement de vision de la nature, pour Antianas, est important, puisque la nature devient vulnérable. Or, pour lui, la vulnérabilité, c'est précisément l'objet de la responsabilité. Ce qui fait que pour lui, parler d'une éthique contemporaine, c'est aussi, finalement, accepter l'élargissement du champ de la responsabilité à ce qui n'est pas humain, ce qui n'est pas une propriété des hommes, à savoir la nature. Et ça, c'est un point, je pense, tout à fait intéressant. On peut proposer une métaphore. La nature devient une maison commune dont nous ne sommes que les locataires. Et nous sommes parfois des locataires peu respectueux du lieu. Et il faut précisément, pour Antianas, faire attention à cela. Au fond, l'éthique contemporaine est une éthique de locataire.